Bon, je pense que vous l'avez certainement vu, vendredi dernier, le marché a complètement déraillé, mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Et est-ce que c'était prévisible? Est-ce que vous auriez pu prendre le short de votre vie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc oui, les métaux précieux ont chuté brusquement et ont perdu jusqu'à, pour certains, 40% juste sur une journée. Sur les deux screens que vous voyez, on a à gauche le cours de l'or. On voit bien une grosse dégringolade, un gros mouvement brusque qui a corrigé presque les 3 derniers mois de performance qu'il avait fait. Et sur la droite, on voit un screen pour comparatif des métaux précieux. Donc on a l'argent, l'or, le palladium ou encore le cuivre. Et comme je disais, on a l'argent qui a fait pratiquement moins 40%, environ moins 38%, et un or qui lui a pratiquement touché les moins 20%. Bon, avant d'aller plus loin et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de savoir si vous auriez pu devenir richissime avec ce trade, il est important de comprendre dans quel contexte nous sommes. L'or, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, mais il a fait une performance juste monstrueuse comme tous les autres métaux euh, du même type, donc argent, palladium et cuivre, sur toute l'année 2025. Mais la question est de savoir pourquoi. Comment se fait-il que les métaux ont progressé à une vitesse aussi hallucinante sur toute l'année 2025? Là, on peut voir en zoomant un petit peu plus, encore une fois sur une vue comparative, on observe que l'argent a fait une performance pratiquement équivalente à 290%. L'or a dépassé l'or, oui, pardon, non, le palladium, excusez-moi. Le palladium a dépassé les 180%, l'or, lui, a pratiquement touché les 100%, et le cuivre, lui, a performé de plus de 40%. Donc, on est en droit de se demander comment c'est possible, comment on peut avoir un marché aussi directionnel, qu'est-ce qui a pu faire monter le marché sans jamais se retourner ou très peu. Eh bien, il y a évidemment des explications macro, un marché ne monte pas sans raison. 2025 a été marqué par de nombreuses incertitudes qui nous a démontré l'importance des métaux, mais également leur place dans nos portefeuilles en termes d'investissement. Évidemment, première chose qui est venue en 2025, c'est la prise de place de Trump au sein de la Maison Blanche, avec ensuite les premières menaces de douane et les pourparlers qui sont venus avec, ainsi que l'escalade des conflits au Moyen-Orient, tout ce qui est menaces de douane, taxes douanières, ainsi que tous les pourparlers qu'on a eus entre l'Asie et l'US et l'Europe et l'US se sont faits entre mi-avril et l'été 2025. On a également eu une politique monétaire peu accommodante, puisqu'on n'a pas eu, en tout cas les investisseurs n'ont pas eu le droit aux baisses de taux qu'ils attendaient, et forcément quand on a moins de liquidités, on a moins d'argent à mettre dans des actifs qui sont là pour performer quand on a des bons cycles. Tout ce qui va être indice, à performance indexée sur ce type d'effet de marché, type Nasdaq ou encore la tech, plus compliqué d'aller chercher la perf dessus. D'autant plus qu'on a eu un environnement macro-politique autour des États-Unis qui n'ont pas aidé à une bonne vision, une bonne perspective sur le dollar et les États-Unis de manière générale. Déjà de 1, on a eu les craintes sur l'indépendance de la Fed, puisqu'on a eu un pressing assez important de Donald Trump sur le président de la Fed, Jérôme Powell. Et on peut le voir directement sur le graphique, on a eu un dollar qui a perdu de sa force. Déjà, force qui a au fur et à mesure été en déclin sur le post-Covid, mais 2025 a mis un grand coup sur le dollar et on pourrait parler donc de dédollarisation. Quand on regarde le cours de l'indice du dollar sur toute l'année 2025, on a clairement une latéralisation du dollar entre moins 8 et moins 10% environ sur 8 mois sur 12, ce qui est juste énorme. D'où vient cette sorte de dédollarisation, ce besoin d'aller chercher de la performance haute part? Tout simplement, comme je le disais, on a une politique et un environnement qui gravite autour du dollar qui est vraiment moins attrayant, puisque on a donc des obligations qui performent moins, un marché qui est incertain, un président qui met des taxes douanières à tout va et qui derrière fait pression sur la Fed. Et évidemment, on a également des prises de position assez extrêmes quand tu as l'envie de posséder certaines choses de la part du président.
On pourrait penser notamment au Groenland. Bref, plein de choses. Et puis évidemment, la pression qu'il y a sur le Moyen-Orient. Et on pourrait parler également de ce qui se passe également en Iran en ce moment. Bref, mais voilà. Tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, l'investisseur n'a plus envie d'être autant exposé au dollar qu'il ne l'a été auparavant. Et vient évidemment, chose que très peu abordent aujourd'hui, et pourtant extrêmement important, l'explosion de l'IA et de l'high-tech. Je pense que vous le savez très bien. On a OpenIA qui a surperformé, Nvidia surperformé cette année. Bref, des machines à cash, des entreprises qui sont vouées à se développer autour de l'high-tech et donc de l'intelligence artificielle, qui donc derrière a créé une demande industrielle juste énorme. Bref, tout un panel d'éléments qui a créé un rallye haussier énorme sur l'année 2025. Maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé en interne pour que finalement ça se casse la gueule aujourd'hui, excusez-moi du terme. Pourquoi aujourd'hui? Et la plus grosse question, c'est pourquoi ce vendredi? Parce que la question et le raisonnement suivant, c'est-à-dire le marché monte trop, on est trop en achat, il ne corrige jamais, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps que les gens l'abordent sur les réseaux. Pourquoi le marché monte autant et pourquoi on ne corrige pas? Quand on regarde l'année 2025, on a eu des mouvements correctifs. On a des gens qui se sont cassés les dents dessus, mais jamais de mouvements d'une ampleur aussi grosse que ce qu'on a eu à ce moment-là. Tout le monde était en achat et on peut le voir. On peut le voir au travers de certains documents. Déjà, au travers du document, un document qui nous vient de la BOFA, qui nous montre qu'on n'a jamais eu si peu de liquidités, si peu de cash dans les caisses. On n'a jamais eu un marché où tout le monde était en achat dessus, tout le monde était dans le marché, tout le monde est présent acheteur. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour les métaux précieux que pour les indices. Et on n'a jamais eu autant de notionnel et donc de présence des fonds de gestion sur le marché, notamment par exemple américain. On atteint des sommets. Bref, on n'a jamais eu aussi peu de cash. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, le fait d'avoir si peu de cash? Quand on n'a plus de cash, quand on n'a plus de liquidité, dans le cas où le marché doit dégringoler, on n'a personne pour venir contrer ce collatéral et donc pour racheter. On n'a personne pour racheter. Ce qui fait que si on commence à chuter, derrière, ça va créer un effet en chaîne et ça va créer forcément des mouvements d'une ampleur plus ou moins gros, comme ça a pu arriver donc vendredi dernier. On a également un petit graphique que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout. C'est pas très neuf comme document, sauf celui-ci qui est intéressant. Bref, ce document nous montre qu'on n'a jamais eu un return aussi sévère, en tout cas dans le négatif, depuis 1750. La plus grosse chute sur le silver jamais enregistrée. Quand on a ce genre de chute, on se demande, mais est-ce que, vous-même, je pense que vous vous l'êtes demandé, est-ce que j'aurais pu l'anticiper? Est-ce que j'aurais pu réussir à prendre un trade à la vente? Est-ce que des gens ont réussi à prendre des trades à la vente? Est-ce qu'on a des gens qui ont réussi à profiter de cette baisse? Je vais vous montrer un document qui en laisse certains perplexes. Voilà, si on a des grands fans de théorie du complot, on pourrait se poser 2-3 petites questions, mais je vais vous présenter un petit texte qui vient appuyer cette question de pourquoi ce vendredi 30 janvier? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi pas un autre? Eh bien, ce vendredi, on arrivait à une date, à une clôture, alors qui vient en lien, vous allez voir juste après, aux marges inclus par le CME. Mais on peut remarquer sur ce petit PDF, qui est d'ailleurs complètement gratuit, qui se retrouve sur les notices délivrées par le CME, c'est retrouvable sur leur site, sur le site de la CME. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que JP Morgan a passé des ordres de vente qui ont été émis en grand nombre et qui devaient être clôturés à 78,29 $, ce qui évidemment correspond pratiquement pile poil à la baisse qu'on a eue sur l'argent. On peut le regarder tout de suite. J'ai pas. Voilà, l'argent, quand on regarde globalement la baisse qu'on a eue, on a eu un mouvement assez violent et globalement, on a eu un prix de vente qui a été fait par ici et les 78 $, c'est ici. Donc autant dire qu'ils ont vendu le top et ils ont racheté leur position extrêmement basse. Bref, c'est tout un tas de questions qu'on peut se demander.
pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de shorter, comment ça se fait qu'ils ont décidé de le faire, est-ce qu'ils ont manipulé le marché. Alors tous ces documents, c'est des documents que j'ai évidemment trouvés sur les réseaux, hein, pour la plupart sur X d'ailleurs, hein. Et beaucoup ont parlé, j'ai vu quelques commentaires comme quoi JP Morgan a déjà eu affaire aux organismes de régulation pour avoir de temps en temps, comme si ça se faisait tous les jours, mais ont déjà été accusés en tout cas de manipulation de marché sur les métaux précieux. Bon, quand on voit ce genre de position, je pense qu'on comprend très vite que de toute façon, même s'ils prennent des amendes, avec les gains qu'ils font, c'est pas très très grave. Enfin bref. Donc voilà, c'était juste un petit plus, juste pour vous montrer que des gens ont réussi à en profiter, notamment JP Morgan avec des positions assez élevées. Maintenant, allons un petit peu plus loin. En plus de ce type de position, on a évidemment une exposition massive des spéculateurs via des produits à effet de levier, notamment des ETF à effet de levier, ce qui forcément, si on commence à avoir des chutes, entraîne des liquidations en chaîne de positions. Et à cela, on peut ajouter la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed, homme que beaucoup connaissent comme étant très hawkish, avec une vision très orientée vers le secteur privé, qui laisse peu de place à une possibilité d'imprimer de la monnaie, comme cela a déjà été fait par le passé. C'est-à-dire qu'avec ce genre de bonhomme à la tête de la Fed, on aura moins cette possibilité d'acheter en masse des choses sur le marché, comme ça a pu être le cas au mois de décembre quand la Fed a annoncé le rachat massif de T-bills à hauteur de 40 milliards. Là, on aura certainement plus cette machine à imprimer comme on a pu l'avoir. Donc forcément, ça crée ce besoin de liquidité. Il nous faut des liquidités parce que si on n'a plus de liquidités, qu'on ne peut plus investir, faut qu'on les retire de quelque part. Donc pourquoi pas évidemment aller chercher des liquidités comme celles qui ont été injectées dans les métaux précieux en début 2025 et qui ont performé bien plus que ce qu'il n'en fallait. Donc je pense que certains fonds de gestion sont sortis avec de sacrés gros gains, de sacrées grosses performances. On peut aller plus loin pour expliquer ce qui a tout simplement provoqué, quel catalyseur en fait ça a pu provoquer ce mouvement en chaîne. Eh bien tout simplement le CME qui au cours du 27 et 28 janvier ont augmenté les marges de pourcentage. C'est-à-dire que le CME demandait des pourcentages et des marges plus élevées pour que certains gardent leur position ouverte. On est passé du simple au double pratiquement. On a des positions qui sont passées de 6 à 8%, 11 à 15, 12 à 15, 14 à 16. Bref, bon, j'abuse un petit peu globalement sur les demandes de marge, mais on a eu un levier important qui a créé un défaut de paiement, une illiquidité chez certaines personnes, chez certains investisseurs, parce que quand on est en short sur certaines positions et qu'on n'est plus capable de les tenir et qu'en plus de ça, la personne chez qui on a ces shorts nous demande de payer encore plus pour les garder, et à un moment donné, c'est plus possible. Donc évidemment, ça a créé, et c'est de là que vient ce catalyseur d'un mouvement baissier qui, derrière, a fait basculer le marché encore plus largement. On peut également parler, alors beaucoup moins médiatisé, je ne m'étendrai pas dessus puisque je ne connais pas vraiment le fond de l'histoire, mais en gros, on aurait un fonds asiatique qui aurait carrément bloqué les retraits de ces investisseurs puisqu'ils auraient été exposés de façon assez monumentale au marché de l'argent. Donc ça a créé encore plus de demande de liquidité et donc une panique évidente sur les marchés des métaux précieux, ce qui a évidemment entraîné aussi bien l'argent, l'or que le palladium, le cuivre, etc. Donc voilà un petit peu toutes les infos qu'on peut retrouver un peu partout. J'aurais pu aller chercher encore plus loin, j'aurais pu vous montrer encore plus de petites données comme celle-ci qui montrait le peu de cash en fait qu'il y avait et la surexposition des investisseurs institutionnels sur le marché de façon globale, que ça soit aussi bien sur les indices que sur les matières premières. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus personne n'était en capacité d'acheter, beaucoup de personnes se demandaient si ça allait tomber, et quand on a les bonnes informations au bon moment, forcément on est capable de faire des mouvements plutôt corrects, comme l'a fait JP Morgan. Bon, une chose que j'aimerais préciser, JP Morgan l'a pas fait en son nom. C'est pas JP Morgan qui a passé l'ordre. JP Morgan est une grosse banque d'investissement. Elle passe des ordres au nom de ses clients. C'est ses clients qui ont souhaité
passer cet ordre. Est-ce que par contre ses clients avaient des informations? On va pas se mentir, sans évidemment tomber dans la théorie du complot, c'est comme partout, c'est un jeu informationnel et quand on a les bonnes informations, forcément ça passe mieux. Bref, pour terminer, maintenant la question c'est de se faire un petit point industriel en termes de besoins et de savoir donc est-ce que c'était un cas isolé, est-ce que c'était un mouvement isolé ou est-ce que c'est un mouvement macro de fond qui va s'imposer dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. Donc il faut savoir aujourd'hui que l'or, c'est l'un des composants les plus demandés et les plus utilisés dans l'ensemble du secteur de l'électronique, pour tout ce qui est production de cartes graphiques, circuits imprimés ou encore conductivité pour des supercalculateurs. Il est même utilisé davantage que l'or en raison de sa capacité à transmettre une quantité d'énergie presque totale lorsque le courant le traverse et évidemment pour son prix bien moins élevé. Il faut également savoir qu'il est utilisé pour du mélange chimique, c'est-à-dire que c'est un métal qui se marie très bien avec d'autres métaux, ce qui permet d'augmenter la capacité d'utilisation de l'argent. Donc on double le volume d'argent utilisé en le mélangeant à d'autres matériaux, à d'autres métaux tout court. Évidemment, ça ne va pas détrôner l'or, puisque l'or est considéré comme le Graal des métaux précieux, sauf qu'il est beaucoup plus cher. Néanmoins, il présente des avantages qui sont juste absolument pas égalables. Il ne s'oxyde pas, il a une excellente transmission d'énergie, encore mieux que l'argent, et il est largement utilisé dans l'informatique de pointe, tout ce qui va être futur de la recherche, le futur de la recherche et l'avancée technologique. Je vous ai mis juste à côté une petite photo d'une centrale de calcul d'un ordinateur quantique. En bref, vous l'avez compris, ces métaux sont primordiaux pour l'industrie et leur demande ne cessera pas du jour au lendemain. Ce crash est certes l'un des plus impressionnants de ces dernières décennies, mais ça reste qu'un flash crash, lié à des expositions bien trop élevées de certains investisseurs. À cela, on ajoute évidemment un petit contexte macro, mais ça ne reflète pas la valeur réelle de ces métaux et la demande qui ne fera que s'accroître dans le temps. Bref, j'espère que tout ce petit récap rapport que j'ai fait sur le crash de l'or vous convient et vous paraît complet. Si c'est le type de vidéo que vous aimez bien, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai plus d'analyses de ce style sur différents instruments financiers, sur différents cas macroéconomiques, etc.